Bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un monde où le fait de naître homme ou femme scellait dès le premier jour tout un destin. C'était ça, la réalité de la Grèce antique. On va explorer ensemble ces deux mondes qui vivaient côte à côte, mais qui en réalité ne se croisaient presque jamais. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre de quoi on parle, cette citation de l'anthropologue Marcel Mauss, elle est juste parfaite. En Grèce classique, cette division homme-femme, ce n'est pas un détail, non? C'est la pierre angulaire de toute la société. C'est vraiment la structure qui organise absolument tout. La vie de tous les jours, les lois et même la façon de penser. Alors, voici notre programme pour décrypter ces deux univers. On va d'abord regarder ces destins parallèles, puis on plongera dans les règles très précises du mariage, on verra ce que c'était, la vie d'une épouse, et enfin, on terminera sur le contraste, mais alors saisissant, avec l'éducation qui, elle, était réservée aux citoyens. On attaque donc notre premier chapitre. Dès la naissance, les chemins se séparent. C'est un peu comme deux rivières qui partent de la même montagne, mais qui s'écoulent dans des directions totalement opposées. Elles ne se rejoindront jamais. Et là, la division ne pourrait pas être plus claire. D'un côté, le monde de la femme, c'est l'oikos, la maison, la sphère domestique. Son but dans la vie, le mariage et la bonne gestion du foyer. De l'autre côté, le monde de l'homme, la police, la cité. Son destin à lui est tourné vers l'extérieur, vers l'éducation et la vie politique. Deux sphères, deux finalités qui ne se mélangent pas. Pour une jeune grecque, le mariage, c'était l'événement central de toute une vie. Mais attention, on est loin de la célébration romantique. C'était avant tout un processus social, juridique, extrêmement complexe, avec des règles d'une précision redoutable. Et avant même de parler du mariage, il y a un concept, un mot qu'il faut absolument comprendre. Le kyrios. Ce mot, il définit toute la vie d'une femme. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucune autonomie juridique. Zéro. De sa naissance jusqu'à sa mort, elle passe de l'autorité de son père, son premier kyrios, à celle de son mari, le second. Sa vie, c'est une tutelle permanente. Le mariage, c'est un véritable rituel en plusieurs étapes. Tout commence par l'angé. Ça, c'est un contrat négocié froidement entre deux hommes, le père et le futur mari. La jeune fille n'a pas son mot à dire. Ensuite vient le gamos, la cérémonie publique, la procession qui arrache la jeune mariée à sa famille. Puis l'anaculupteria, un moment plus intime où elle se dévoile à son mari. Et enfin, l'épaouia, les cadeaux du lendemain, qui viennent sceller définitivement cette nouvelle union. Cette phrase, inspirée d'un texte de Ménandre, elle est d'une clarté brutale. L'anguille, cet acte de donner la fiancée, c'est une transaction. L'objectif numéro 1, il est dit noir sur blanc, c'est de procréer des héritiers légitimes pour que la lignée du mari, elle, continue. Parlons concret, avec quelques dates et repères importants. On se mariait très, très jeune, parfois dès 12 ou 14 ans, surtout pour les filles orphelines. Et puis il y a une date qui change tout, 451 avant notre ère. C'est la loi de Périclès. Elle dit quoi? Elle dit que pour qu'un enfant soit citoyen, son père et sa mère doivent être citoyens. Ça a l'air de rien, mais ça change tout. Ça ferme la société sur elle-même. C'est ce qu'on appelle l'endogamie civique. Le mariage, c'est aussi, et souvent, une grosse affaire d'argent. Regardez ce chiffre, 60 000 drachmes. C'est juste énorme. C'est la dot colossale qu'a apporté Hyparété pour épouser le célèbre Alcibiade. La dot, c'est un transfert de richesse de la famille de la mariée vers celle du marié. Et une dot pareille, ça pouvait permettre ce qu'on appelle l'hypergamie, un mariage qui fait grimper dans l'échelle sociale. Bon, le mariage est célébré. Et après, ça ressemble à quoi le quotidien d'une épouse? Eh bien, sa vie va être guidée par une idée très forte, celle du confinement à l'intérieur de la maison. Cette phrase, prononcée par Andromaque dans une pièce d'Euripide, c'est le portrait robot de l'épouse parfaite. La vertu d'une femme, elle se mesure à sa discrétion, à son silence, à sa capacité à rester invisible, enfermée dans la maison. Le monde extérieur, pour elle, c'est un danger. La définition même de l'adultère, la moichia, nous montre le double standard de cette société. C'est flagrant. Un homme marié, il peut avoir des relations avec qui il veut, ou presque. La seule interdiction, c'est de toucher à l'épouse d'un autre citoyen. Mais pour une femme mariée, par contre, n'importe quelle relation hors mariage est considérée comme un crime gravissime. La fidélité, c'était une exigence à sens unique. Et le travail dans tout ça? La contribution économique des femmes, elle existait, bien sûr, mais elle restait presque toujours dans le prolongement des tâches de la maison. Le travail de la laine, par exemple, c'était l'activité féminine par excellence. Elle pouvait aussi vendre de la nourriture ou devenir nourrice, ce qui était d'ailleurs le travail payé le plus courant pour une femme. Mais d'où vient cette vision du monde si hiérarchisée? Pour le comprendre, il faut remonter jusqu'à la mythologie. Le mythe de Pandore, raconté par le poète Hésiode, est absolument fondamental. Dans ce mythe, la femme n'est pas là depuis le début. Non,
Elle est créée par les dieux comme un beau mal, une sorte de punition envoyée aux hommes. Ce récit, il va servir de justification divine à tout l'ordre social. Allez, on change complètement de perspective. On va suivre le parcours du garçon, qui est radicalement opposé. Pendant que sa sœur apprend à tenir une maison, lui, il va pousser la porte du savoir, de l'éducation. C'est la clé qui lui ouvrira les portes de sa future vie de citoyen. Cette image, elle est exceptionnelle. C'est une coupe peinte par Douris qui nous fait entrer dans une classe à Athènes, vers 480 avant notre ère. Regardez bien, on voit des maîtres, des élèves qui lisent, qui écrivent, qui jouent de la lyre, et pas une seule fille. C'est l'illustration parfaite d'un monde exclusivement masculin. L'éducation grecque, elle repose sur 3 piliers, un triptyque. D'abord, les lettres, pour former l'esprit. Ensuite, la musique, pour élever l'âme et apprendre la poésie, qui est centrale. Et enfin, la gymnastique, pour forger un corps de soldat et de citoyen. Le but, c'est de créer un homme accompli, un esprit sain dans un corps sain. Le calendrier de l'éducation est très clair. L'instruction formelle commence vers 7 ans. Et plus tard, à la fin de l'adolescence, il y a l'éphébie. Ça, c'est une formation à la fois militaire et civique, la toute dernière étape avant de devenir un citoyen à part entière. Mais attention, il ne faut surtout pas croire que tous les garçons allaient à l'école. Loin, très loin de là. L'éducation, c'est un privilège. Il fallait être un garçon, oui, mais aussi être né libre, habiter de préférence en ville, et surtout venir d'une famille assez riche pour pouvoir payer les professeurs. Pour une fille, une personne réduite en esclavage, quelqu'un qui vivait à la campagne ou qui était pauvre, la porte du savoir était fermée à double tour. On termine avec cette question pour réfléchir un peu. Cette séparation fondamentale entre la sphère publique, masculine, et la sphère privée, féminine, a vraiment forgé la Grèce antique. Mais si on y regarde de plus près, est-ce qu'on ne trouverait pas encore aujourd'hui des vestiges, des échos de cette division millénaire dans nos propres sociétés? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.